Qui est super important quand tu es entrepreneur, c'est savoir mettre son ego de côté. Parce que souvent, on va dire que ça déforme un peu la réalité. Ça, je pense, c'est le truc le plus dur, notamment quand tu es entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Get Talk. Aujourd'hui, on accueille Benjamin et Théo, deux des cofondateurs de Swap. Donc bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez me faire un petit pitch rapide par rapport à l'entreprise ou l'organisme que vous avez créé? Alors, Swap, c'est une plateforme collaborative qui permet aux associations de s'échanger des biens sous forme de prêts. Donc ces prêts, ce sera les associations qui vont fixer le prix elles-mêmes. Et donc vraiment l'idée, c'est que lorsqu'une association a besoin d'un bien en particulier, elle se rend sur nos plateformes. Et en fait, ça va lui permettre de vérifier la disponibilité du bien qu'elle cherche. Et donc du coup, elle va voir que par exemple, tel asso a une enceinte de disponible. Elle va rentrer en contact avec cette association par l'intermédiaire de la plateforme, se mettre d'accord sur un lieu d'échange. Et voilà, et c'est comme ça. Nous, on est vraiment un intermédiaire. D'accord. Et est-ce que je pourrais avoir une petite présentation des instigateurs de ce projet? Bien sûr. Alors, moi, c'est Théo Blum. Alors, j'ai commencé à GEM l'année dernière. Je suis rentré en AP2A. Puis, on a commencé ce projet dans le cadre du Hulse Prize. Donc, c'était la compétition entrepreneuriale qui était organisée par GEM ONU et GEM Entreprendre. Et du coup, au début de l'année, j'ai rencontré Benjamin. Et on s'est lancé ensemble dans le projet. Et il y a eu également Mathieu, qui est un troisième associé, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et donc, dans le cadre du Hulse Prize, on a tous les trois pris la décision de commencer l'aventure dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc moi c'est Benjamin Gouget, donc pareil, j'ai intégré GEM l'année dernière comme Théo, en AP2A, en Master 1. Et voilà, et là cette année je suis en année de césure, où je fais un stage et en parallèle on développe Swap. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler rapidement du concours Hulse Prize et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Ouais, bah carrément. Alors c'est vrai que c'était parce que j'ai rencontré Théo en fait en début d'année où il m'a parlé justement d'une idée d'un projet qu'il avait, etc. Et en fait 3 jours plus tard on a vu sur un post Facebook justement le concours du Hulse Prize. Et donc on s'est dit bah voilà, nous on a notre idée, on va se lancer. Et donc du coup on a participé au Hulse Prize et Voilà, c'était vraiment l'occasion de tester quelque chose. Et après, le fait qu'on ait remporté du coup, la compétition du coup, à l'échelle de GEM, eh ben, ça nous a donné envie de continuer dans le projet davantage. Et du coup, on n'a pas lâché le projet et on a continué à travailler dessus pendant 8 mois maintenant. Ok. voilà. Et du coup, c'est le Hulse Prize qui vous a donné envie de lancer ce projet ou vous comptiez déjà auparavant le faire? On voulait déjà se lancer, mais ça nous a réconforté dans l'idée que notre projet, du moins, était vraiment audible et était intéressé pas mal de monde en fait finalement. Donc ça nous a réconforté dans l'idée de se lancer et ça nous a donné encore plus envie en fait. Oui, je pense pour rebondir sur ce que dit Théo, je pense qu'on avait tous au fond de nous cette envie d'entreprendre, mais on n'avait pas l'idée. Et bon voilà, là il y avait Théo a eu l'idée, il y avait l'événement, bon, on s'est dit bon bah allez, faut se lancer, on n'a rien à perdre. Et c'est vrai qu'en fait on s'est rendu compte que quand on a pitché notre projet, quand on a participé à cette compétition, on s'est dit bah en fait on y croyait de plus en plus et à la fin quand on l'a remporté, on s'est dit bon bah faut se lancer, hein, c'est l'occasion. Et du coup, cette idée, c'est vous trois qui vous l'avez eue ensemble ou enfin, qu'est-ce qui a fait que vous vous lanciez tous les trois dans cette aventure de Swap et que vous créez justement cette structure? En fait, il y a eu un cheminement quand même parce que à la base, on était parti sur un projet un peu différent, mais au fur et à mesure, on a eu envie de travailler avec les associations parce qu'on remarquait qu'il y avait un besoin sur les associations. Mais à la base, le projet, en fait, il a beaucoup évolué au fil des mois, en fait. Donc, le business model qu'on présente aujourd'hui, c'est pas forcément le même business model qu'on avait à l'époque. Et du coup, voilà, ça s'est vraiment fait sur le long terme. Et donc l'idée de base, elle est venue de moi quand j'étais en voyage en Amérique du Sud. J'ai fait beaucoup de projets dans des associations et dans l'humanitaire. Et j'ai remarqué il y avait un vrai besoin d'entraide et de partage. Et du coup, à la base, c'était vraiment favoriser l'échange entre personnes, mais pas forcément entre associations. Et après, avec GEM, on s'est rendu compte que les associations avaient souvent besoin de matériel. Et du coup, on a décidé de travailler avec les associations. Donc c'est un besoin que tu as ressenti des associations et c'est ça qui t'a donné envie de Ouais, monter ce projet? exactement. Oui, c'est exactement ça, parce que tous les trois on fait partie d'associations étudiantes et on se rendait compte que bah voilà, quand on crée des événements ou quoi, bah forcément on a un budget assez restreint. On se disait voilà, peut-être les ressources sont pas allouées au bon endroit.
on ne doit pas voilà, dépenser autant d'argent dans la location de matériel. Et donc du coup, c'est là où on s'est dit, il y a un créneau. Et comme dit Théo, au début, on visait peut-être plus les particuliers, mais en fait, voilà, quand tu fais partie d'une association, tu te rends compte que en fait, il y a un réel besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on a attaqué le secteur associatif. Vous avez bien eu raison. Et donc, est-ce que vous vous considérez comme étant complémentaire dans ce projet? C'est-à-dire que chacun a une mission distincte, ou vous faites un peu tous la même chose et vous essayez tous de faire évoluer la structure ensemble? Oui et non, en fait, on est tous complémentaires, on travaille tous chacun sur le plan financier, chacun sur le plan du développement de la plateforme. On travaille également chacun sur les rendez-vous, la prospection. Mais au fur et à mesure, là, on commence un peu plus à se spécialiser naturellement. Mathieu commence à avoir tendance à s'occuper plus de l'aspect financier. Benjamin et moi, on va plus s'occuper du site internet en ce moment. Mais voilà, mais on veut garder quand même une structure où on est quand même vraiment complémentaires, comme on est trois associés, pour chacun comprendre ce que chacun fait en fait dans le projet. Et du coup, voilà, on avance vraiment ensemble sur quasiment toutes les tâches au final. Ouais, parce que c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, bon, allez, tout le monde fait tout. Et en fait, c'est vrai que de plus en plus, plus on avançait, plus on se rendait compte que, non, en fait, fallait qu'on on divise un peu les tâches entre nous. Et c'est vrai que, comme l'a bien dit Théo, on essaye un peu de se spécialiser parce que sinon, on ne s'en sortirait pas, quoi. Et est-ce que vous pensez que le concours Holz Prize, il a amené quelque chose en plus à ce projet, ou il vous a plutôt donné juste l'envie de le concrétiser, de vous lancer à mettre en place? Moi, je pense vraiment la valeur ajoutée du Holz Prize, c'est que voilà, quand même, on était dans un concours avec, il y avait 23 équipes en tout, donc d'autres personnes qui avaient des projets sur lesquels ils avaient travaillé, etc. Et on s'est rendu compte que vraiment, juste de par un speech qui durait 10 minutes, on a vraiment réussi à convaincre le jury qui étaient des professionnels. Et donc, du coup, je dirais que c'est vraiment cette valeur ajoutée du Holz Prize, c'est qu'au final, on confronte une idée à des professionnels qui ont une vision beaucoup plus, on va dire, terre à terre. Et on s'est rendu compte que eux, ils adhéraient totalement au projet, même s'il y a évidemment beaucoup de travail, mais voilà, je pense que c'était ça vraiment la valeur ajoutée du Holz Prize. Ok. Et donc, le fait d'être confronté à des professionnels, ça a été pour vous une sorte de source de motivation? Oui, je pense totalement. On s'est dit, parce qu'on avait une idée, on s'est dit, voilà, c'est bien d'avoir une idée, mais il faut que ça devienne plus un projet ou qu'il y ait un angle un peu plus professionnel quand même. Et donc c'est vrai que c'était un challenge, parce qu'au départ on s'est dit, ça se trouve, ils vont nous dire, vous avez rien compris, c'est pas ça du tout. Et en fait, non, on s'est rendu compte Et puis on a vraiment eu des très bons retours des jurys au Holz Prize, du coup ça nous a vraiment fait plaisir aussi. Alors, clairement, on s'est dit qu'on répondait vraiment aux besoins du marché, ou du moins, eux à l'époque, ils connaissaient même mieux notre marché que nous quand on a présenté l'idée, parce que ça faisait peut-être depuis un mois qu'on avait eu cette idée. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui étaient déjà dans l'écosystème associatif ou qui avaient déjà travaillé avec des agglomérations. Et du coup, ils ont vraiment pu nous apporter des conseils après le jury qui nous ont permis après d'avancer sur le projet de manière plus concrète. Et on a vraiment pu prendre note et mettre plein de choses en place après le concours. Puis même aussi un truc super intéressant pendant le Holz Prize, c'est que mine de rien, on voit les autres passer à l'oral et présenter leurs projets. Et en fait, on se rend compte qu'aussi des fois, il y a des idées qui sont géniales, mais peut-être on peut se dire qu'elles sont mal amenées. Enfin, entre guillemets, la forme n'y est pas, mais le fond y est. Et des fois, vice-versa, c'est-à-dire que des fois, il y a des superbes présentations, mais tu as l'impression qu'ils te vendent un peu du vent. Donc ça, c'était super intéressant aussi, parce que tu te rendais compte que il y en a qui limite ils s'en étaient mieux sortis, parce que justement, au niveau de la présentation, ils étaient très très forts, mais que dans le fond, peut-être que c'était pas ça, quoi. Et donc, tu penses que le fait d'avoir vu ces personnes présenter, ça a été un petit peu le reflet des choses qu'il fallait pas faire, ou... Ah oui, totalement, hein. Enfin, après, voilà, les 23 équipes il y avait 23 super projets, mais il y en avait, moi typiquement, il y a quelques projets que j'ai trouvé super, et je trouvais que la présentation était peut-être pas forcément à la hauteur, mais des choses, voilà, je pense qu'après, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise à l'oral ou quoi, mais c'est quelque chose, c'est important quand même. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Swap concrètement? Aujourd'hui, Swap, c'est du coup une plateforme d'échange solidaire qui est en train de se développer et qu'on veut lancer en février-mars prochain. Donc, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est vraiment l'objectif, c'est de référencer aujourd'hui tout le parc de matériel des associations de Grenoble pour créer du coup un concept qui serait à mi-chemin entre une plateforme comme par exemple le Bon Coin, on peut rechercher du matériel, mais aussi une nouvelle plateforme qui se prend très bien d'échange aujourd'hui comme sur les modèles de Blablacar ou Airbnb. On peut vraiment rentrer directement en contact avec des personnes et du coup autogérer les échanges. Donc l'idée c'est vraiment que l'utilisateur, l'association, elle puisse rechercher elle-même son matériel de manière très simple. Par exemple si elle recherche, comme disait Ben tout à l'heure, une sono,
juste taper ce nom dans le moteur de recherche et qu'elle voit quelle association qu'une association a un matériel précis et qu'elle puisse directement rentrer en contact et l'emprunter à un tarif solidaire. Voilà, donc vraiment l'idée, le but de Swap, c'est on va dire resserrer les liens entre les associations, enlever ce clivage, augmenter l'interaction, puis augmenter leur visibilité et que bah, là, elles puissent bénéficier grâce à Swap un tarif solidaire et avoir accès à une large gamme de biens pour organiser leurs événements dans les meilleures conditions possibles. Ok, d'accord. Et donc tu parlais tout à l'heure du Bon Coin. Est-ce que vous êtes inspiré justement de structures existantes pour pouvoir monter ce projet ou c'est une idée qui est totalement nouvelle? Forcément, on s'est inspiré du coup de toutes les plateformes qui marchent bien, on a regardé un peu et c'est vrai que donc, Airbnb par exemple, c'est un modèle qui a bien marché sur des points comme l'assurance, on a pu regarder dans le détail en regardant ce que fait ce site-là. Blablacar également pour le fonctionnement des échanges, pour des systèmes de messagerie, on a pu regarder, donc on a un peu regardé tout l'écosystème qui avait des plateformes qui marchaient, et donc pour prendre un peu le meilleur de ce qu'il y avait sur chaque site, et piocher des idées par-ci par-là pour complémenter notre plateforme. Ok. Et donc Swap aujourd'hui c'est toujours en phase de conception ou vous êtes en activité? Ouais, là on est vraiment en phase de conception. Donc comme l'a dit Théo tout à l'heure, en fait on travaille sur la plateforme là avec un développeur. Donc on pense que voilà, c'est vrai que ça prend du temps à codifier une plateforme parce qu'en plus il est tout seul. Et donc on vise pour le début de l'année prochaine, on va dire janvier-février, qu'elle soit complètement finalisée, qu'elle soit prête à l'emploi parce que on sait que voilà, après ce Covid, ça va repartir très fort et vraiment notre idée c'est que bah, quand ça va repartir, il faut que notre plateforme soit vraiment finalisée, que même elle ait été testée un minimum pour qu'on ait le temps de la peaufiner. Et voilà, comme ça, après, toutes les associations de Grenoble pourront l'utiliser. D'accord. Et pardon. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, à l'état d'avancement du projet, donc, on est en train effectivement de développer la plateforme, et on a fait également beaucoup de prospection. Donc là, ce qu'on a fait jusque maintenant, on a rencontré quasiment tous les acteurs, les gros acteurs associatifs de Grenoble, que ce soit étudiants, ou également des associations qui étaient bien installées depuis longtemps, surtout dans l'événementiel, pour commencer à parler de notre projet, de notre initiative et avoir des retours des deux côtés, à la fois des retours des étudiants, mais aussi des retours des associations en fait, qui sont vraiment installées depuis longtemps. Et on remarque que souvent les attentes ne sont pas les mêmes, et du coup ça rajoute de la complexité au projet, et du coup on a fait un gros travail là-dessus sur la connaissance de notre marché en fait. Et donc votre marché c'est quoi aujourd'hui? Le marché, du coup, dans l'immédiat, ça va être le marché grenoblois, donc, parce que le projet est né à Grenoble et on voudrait lancer ça à Grenoble. Et après, pourquoi pas, d'ici un an, si ça marche bien, étendre à une prochaine ville, peut-être Lyon. Mais vraiment, le marché, au début, sera focus sur Grenoble, parce qu'on veut avant créer une plateforme qui marche bien localement, avant de pouvoir étendre quelque chose, il faut vraiment faire ses preuves sur un petit marché, puis après, on pourra peut-être étendre. D'accord. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez raconter une rencontre type avec une association de Grenoble, par exemple? Ouais, bien sûr. Du coup, la première association qu'on a rencontrée, c'était Cap Beria, dans le cadre du projet. Et du coup, Cap Beria, c'est une pépinière associative qui recense à peu près 130 associations. Et du coup, ça a été un moment fort pour nous, parce que c'était vraiment la première grosse rencontre, et ils ont beaucoup adhéré au projet. Et on a eu plus ou moins l'accord d'à peu près 130 associations qui seraient intéressées pour utiliser la plateforme dès le début. Donc on s'est dit vraiment qu'on répondait à un vrai besoin. Et voilà, donc, et on a pu vraiment avoir des très très bons retours lors de cette rencontre. Ouais, donc c'est plutôt encourageant. Ouais, c'était vraiment très très encourageant pour le coup. Ouais, puis Cap Beria, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, parce que forcément on était en phase de démarchage, et en fait on s'est vite rendu compte que fallait peut-être viser des pépinières, parce que voilà, comme Cap Beria, qui sont des organismes qui chapeautent beaucoup d'associations, donc dans ce cas-là, comme dit Théo, 130 associations, et en fait voilà, je l'ai contacté par mail, et très vite ils nous ont dit bah oui, écoutez, votre projet nous intéresse, et on a rencontré le CA une semaine après, devant lequel on a pitché notre projet, et puis il y a eu un moment d'échange super intéressant, vraiment. C'est ce qu'on se rend compte dans toutes nos rencontres, les assos qu'on rencontre, c'est vraiment l'aspect échange qu'il y a derrière qui est super intéressant, parce que en fait on rencontre des gens qui sont sur le terrain et qui ont même des années d'expérience dans ce secteur là, et donc il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et donc voilà, c'est vraiment super intéressant comme échange. Et donc tu parles d'échanges justement, qu'est-ce que vous attendez de ces échanges?
que vous avez avec vos potentiels futurs collaborateurs? Avec les associations, bah vraiment, c'est qu'elles nous disent, voilà, nous, à la limite, on préfère des associations qui, entre guillemets, vont un peu démonter le projet, parce que justement, c'est ce qu'on cherche. Si on rencontre une asso, elle nous dit, ouais, c'est super, on adore, et bon, bah voilà, ça dure 10 minutes, au revoir, ça nous avance pas beaucoup. Par contre, voilà, on se rend compte qu'il y a énormément de, voilà, sur les aspects juridiques, l'assurance, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, on va dire, ce qu'on attend des associations, c'est vraiment voilà, qu'elles soient complètement transparentes et qu'elles nous disent, bah voilà, ça va, ça va pas. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir vraiment, au final, tirer une belle plateforme. Ouais, parce que quand on vous entend, du coup, on sent que vous avez une réelle envie de répondre à des besoins. Et donc j'aimerais bien savoir quelles sont les valeurs fortes que vous souhaitez défendre à travers Swap. Alors les valeurs fortes, déjà c'est une plateforme qui a pour but d'être solidaire. Donc l'objectif c'est de répondre à un besoin de manque de financement des associations. Donc ça c'est vraiment une valeur, on va créer une plateforme solidaire. Et aussi une autre valeur forte, ça va être de créer une plateforme aussi qui répond à un besoin écologique dans la mesure où on veut favoriser les échanges plutôt que le rachat de matériel inutile pour la suite avoir une plateforme qui a un modèle durable en fait, parce que c'est toujours préférable d'emprunter du matériel qui est à proximité qu'acheter du neuf et consommer davantage. Donc ça c'est une autre valeur qu'on a, c'est vraiment une valeur aussi, un point de vue écologique sur la plateforme. Et également une valeur aussi, on souhaite mettre en relation les associations. Donc l'objectif aussi c'est de gommer un peu le clivage entre les assos étudiantes et les assos qui ne le sont pas et du coup forcément elles interagissent pas trop ensemble parce que souvent elles ne fonctionnent pas vraiment de la même manière. Donc les assos étudiantes ça va être renouvelé chaque année, tous les 2 ans il y a une nouvelle promo et du coup elles marchent beaucoup entre elles. Les assos qui sont bien installées, elles se connaissent beaucoup entre elles et elles réseautent qu'entre elles en fait. Donc l'objectif c'est aussi de créer un lien entre les associations étudiantes et les associations plus anciennes qui ont déjà créé leur réseau par la suite. C'est une très belle mission justement que vous défendez et que vous voulez partager. Et justement, j'aimerais savoir si vous avez eu des moments de doute, d'incertitude pendant la phase de conception de votre projet, ou si vous en avez encore aujourd'hui peut-être. Ah bah oui, hein, carrément. De toute façon, on s'est rendu compte que, après on est novice, hein, on a débuté ça fait presque 1 an maintenant, mais oui, je pense que vraiment l'idée c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. On parlait de l'idée de Théo de base, et le swap à l'heure actuelle, en 9 mois, ça a changé, enfin pas totalement, on va dire la base et le fond est le même, mais il y a quand même beaucoup de changements. Et par exemple, le business plan, je pense qu'on a dû le changer au moins 4 ou 5 fois. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de pas être fermé, à pas être buté sur son idée, son business plan, parce qu'en fait, on se rend compte qu'à travers la pratique, on voit des opportunités. Et donc du coup, voilà, faut pas être fermé à ça, il faut être assez ouvert et s'adapter. Et oui, c'est vrai qu'on se remet en question tout le temps. Ça c'est sûr. Ouais. Vous avez eu des moments d'échec? Alors, des moments d'échec, ça, pas vraiment, parce qu'en fait, on n'a pas encore concrètement lancé la plateforme. Pour l'instant, tout le monde nous dit oui, on a les feux verts partout. Mais du coup, les vrais moments de doute, je pense qu'ils arriveront vraiment quand on va lancer la plateforme. Enfin, si ça se trouve, ce sera super. Si ça se trouve, il faudra faire des modifications en urgence. Mais vraiment, je pense que ce sera ça le gros du travail qui va bientôt arriver, quoi. Oui, puis je dirais qu'on n'a pas eu d'échec, parce que c'est vrai que comme dit Théo, on ne l'a pas lancé vraiment encore, enfin concrètement, mais on se rend compte que, en fait, on a eu beaucoup d'associations qui, on va dire, adhèrent au projet, mais entre ce qu'une personne dit, j'aime ton projet et je m'en sers, il y a encore un fossé. Donc là, c'est vrai que, voilà, je pense que dans la pratique, on va encore avoir des nouveaux échecs, et puis voilà, quoi, je pense qu'après, vraiment, à l'heure actuelle, c'est aussi une aventure humaine. On se rend compte que même si on est 3 amis, il y a des moments forcément de doute ou de grosses tensions. Mais je trouve que depuis le début, on s'en sort plutôt bien parce qu'il y a jamais de non-dit, il y a une très bonne communication dans le groupe. Et ça, c'est vrai que c'est un aspect, on n'y pense pas souvent, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et des fois, ça peut être tendu, mais il y a toujours une solution. Je parle de communication justement dans le groupe. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour pouvoir lancer votre projet et pour pouvoir vous faire confiance tout simplement? Ah mais c'est essentiel, hein, vraiment dans un groupe. En fait, on se rend compte que parce que maintenant en plus on a fait le choix de prendre un appartement tous les 3, donc on vit carrément ensemble. Et c'est très important que dès qu'il y a un peu de tension ou quoi, on pose tout sur la table, on se dit tout, on est franc. Et
Et je trouve que c'est bien parce que à force de le faire, au début c'était un peu dur parce qu'on a un peu voilà, notre ego, on n'ose pas trop accepter les critiques, on le prend un peu personnellement. Et en fait maintenant je pense qu'on a vraiment compris que bah, quand on nous fait un reproche, c'est pour le bien de Swap et pas pour nous. Donc, Et donc vous non. avancez ensemble. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, mais la communication c'est vraiment super important et aussi le risque en fait par rapport à ce que tu disais par rapport au business model. Genre en ce moment on est dans une période où on s'est beaucoup remis en question, mais il y avait aussi une période où on était un peu bloqué parce qu'en fait on était resté beaucoup dans un même schéma et après plus tu travailles dans un schéma, plus tu t'attaches à ce schéma et tu n'as plus envie de le modifier en fait. C'est comme si plus tu accordes du temps à une tâche, plus tu te dis ah mince, si je dois faire une modification là, ben, j'ai perdu ce temps-là. Mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et ça, on a pris peut-être 4 mois de travail à le comprendre, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à être ouvert, à écouter les reproches et remettre en question même tout depuis, même beaucoup de choses, beaucoup de points. Et ça, au début, on avait du mal à le faire et maintenant, on a tous les trois accepté. Et du coup, ben, ça avance mieux à ce niveau-là. Et ça a été compliqué du coup de remettre vos schémas. Ben, ouais, parce que tu vois, quand tu travailles vraiment longtemps, par exemple, ça peut être un point, ça peut être l'assurance, ça peut être un aspect financier, ou ça peut être juste une maquette de site web, par exemple, et qu'on se dit, ok, tu as passé peut-être 2 semaines à faire ça, et tu te rends compte, ok, j'ai pas bien répondu au problème, ben, quelque part, ben, c'est gênant, et tu as envie de défendre le travail que tu as fait, mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et du coup, ben, c'est quelque chose qu'on a appris du coup déjà avec Swap, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question et qu'au final, c'est pas du temps perdu quand on fait quelque chose mal, mais c'est plus, ouais, vraiment, et du coup, la communication, après, on a décidé de mieux communiquer entre nous trois, et ben, ça nous évite du coup de chacun bosser sur des tâches séparément et finalement perdre du temps pour revenir en arrière après et recommencer. Donc, c'est vraiment un point essentiel en fait. Ouais, puis juste pour compléter aussi, je pense qu'il est super important quand tu es entrepreneur, c'est savoir mettre son ego de côté. Parce que souvent, on va dire que ça déforme un peu la réalité. Ça, je pense, c'est le truc le plus dur, notamment quand tu es entrepreneur, parce que voilà, c'est ton projet. Toi, tu es persuadé que c'est dans cette direction qu'il faut aller, mais des fois, il faut aller dans l'autre. Et donc, faut pas hésiter à voilà, mettre l'ego de côté et suivre notre voie, quoi. Et au niveau de votre entourage, comment ils l'ont reçu, comment ils vous ont encouragé ou non, sachant que vous étiez encore étudiant et que vous n'aviez pas fini, et vous l'êtes encore d'ailleurs aujourd'hui, et que vous n'avez pas fini vos études, est-ce qu'ils étaient plutôt pour, est-ce qu'ils vous disaient plutôt d'attendre? Ben, alors, pour ma part, dans ma famille, on a tous été un peu entrepreneurs, du coup, et ben, dès qu'on a une idée, ils vont me dire vas-y, fonce, fais ton truc. Mais du coup, l'idée a été très très bien reçue dans mon entourage et ma famille me soutient à 100% aussi. Donc, ça, c'est vraiment agréable aussi. Ils m'ont également donné, on a souvent discuté, en famille on en discute forcément et du coup ben, forcément ton entourage donne des conseils qui sont très utiles et qui font avancer le projet, on en profite un peu tous. Et tu en avais besoin de cet encouragement de ta famille Ben, on va dire que c'est toujours un plus, après encouragement ou pas encouragement, moi j'y vais à 100%, quoi. J'attends pas la validation de mes parents pour faire quelque chose, mais c'est toujours cool de savoir qu'on est soutenu sur un projet. Et voilà, mais par exemple, ça c'est toujours. Après, il y avait aussi des points d'ombre. Par exemple, là, on est en train de faire un stage, plus le projet, plus on est quand même encore étudiant, donc on a quand même envie de continuer à vivre à côté de ça. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Donc on va dire, par exemple, mon entourage, j'étais par exemple un peu inquiet par rapport à comment je peux gérer tout ça en même temps. Mais voilà, après, c'est un rythme à prendre. Et je pense qu'on commence à le prendre tous les trois, donc ça c'est cool. Donc, tu arrives à cumuler tes 3 activités, étudiant, ton entreprise et ton stage? Ben, on va dire que, par exemple, là, les 2 premières semaines, c'était compliqué. Mais là, maintenant, ça commence à aller mieux. Du coup, ben, forcément, il y a des matins où tu te réveilles à 6 h, tu enchaînes avec ton stage, tu rebosses Swap par la suite. Enfin, ça fait beaucoup, mais au final, une fois que tu as pris l'habitude, ben, ça va en fait. Il faut juste se coucher un peu plus tôt. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il est super important, c'est de, enfin, entre guillemets, kiffer, quoi. Si tu kiffes pas ton projet, clairement, tu vas pas mettre les heures qu'il faut. Donc après, voilà, c'est vrai qu'au début, c'était un peu dur, fallait qu'on s'adapte. Mais maintenant, voilà, après, voilà, on est tous les trois. Quand il y en a un qui se met à bosser, bah, du coup, tu dis, bon, bah, allez, moi aussi, je vais m'y mettre. Puis après, voilà, on est tous ensemble, tous les trois. Donc c'est un environnement, on va dire, agréable. Donc ça va, pour l'instant, ça va. D'accord, bah, tant mieux alors. Et donc maintenant, j'aimerais bien que vous me racontiez chacun une anecdote qui vous a marqué pendant la phase de conception de ce projet ou pendant le Health Prize.
Alors moi, ça va être, du coup, on n'a pas encore fondé l'entreprise, mais on a décidé, fallait élire un président. Et du coup, voilà, on était, je pense qu'on voulait tous plus ou moins, enfin, c'est pas, on n'arrivait pas à dire, ok, toi tu vas être président du projet ou un autre. Du coup, on a décidé de tirer ça au sort juste dans notre boîte Sodebo, dans notre sandwich qu'on venait de manger. On a fait ça dans le plastique du sandwich, on a mis nos prénoms, on a fait un tirage au sort pour savoir qui aura la présidence du projet. Donc je trouvais ça assez marrant de fonctionner comme ça. Donc, voilà. Et du coup, tu as gagné? Du coup, j'ai gagné, effectivement. Ok. Moi, une petite anecdote, bah, je dirais, c'était une soirée à GEM où j'ai rencontré une personne et à qui, voilà, par hasard, j'ai parlé du projet, etc. Et c'est vrai que c'était vraiment au début. Et en fait, on n'avait même pas de développeur. Et en fait, cette personne-là m'a dit, bah écoute, moi j'ai un ami à moi qui est très très bon codeur, etc. Écoute, voilà, il pourrait être intéressé. Et donc du coup, elle m'a donné son numéro. Le lendemain, j'ai appelé le développeur là, donc c'est Timothée. Et puis en fait, il y a eu un super feeling et de fil en aiguille, maintenant ça fait maintenant 6 mois, 7 mois qu'il travaille avec nous. Et donc voilà, on l'a jamais encore rencontré physiquement, mais bon, voilà, on s'est fait des visios, tout ça, il y a un super feeling. Donc, Et avoir un développeur, ça a été un bon coup de pouce pour Swap? ah oui, 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 énormément, parce que c'est vrai qu'au départ, voilà, quand tu es jeune entrepreneur, t'as pas forcément beaucoup de moyens. Donc on va dire tous les coûts que tu peux éviter, tu les évites. Et c'est vrai que le codage, ça coûte très très cher. Puis en plus, on a zéro compétence là-dedans. Donc on s'est dit, bah, on va lui peut-être demander de coder cette plateforme-là, mais en termes de travail, on sait pas du tout ce que ça représente. Donc voilà, on allait peut-être avoir des coûts, enfin ça allait peut-être coûter très très cher. Donc non, franchement, c'est un plus énorme. Puis même sur le long terme, de toute façon, on sait on a besoin d'un codeur. D'ailleurs, il fait partie enfin voilà, il a des parts vraiment partie de l'équipe. voilà, il a des parts du capital maintenant, Ok. parce que sur le long terme, on a besoin de quelqu'un qui, voilà, pour la maintenance du site, et puis, enfin, c'est hyper important, quoi. Ok, d'accord. Donc maintenant, j'aimerais bien que vous vous projetiez et que vous me dites qu'est-ce que c'est Swap dans 5 ans, Alors, dans 5 ans, idéalement, idéalement. ok. Bah, l'objectif dans 5 ans, du coup, ce serait d'être déjà bien établi à Grenoble, d'avoir pu avoir déjà tous les retours du marché, faire une plateforme du coup qui fonctionne, où les associations, ce serait la plateforme de référence pour les associations pour trouver du matériel pour un événement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus se focaliser au début sur du matériel de faible valeur, mais dans 5 ans, on aimerait bien couvrir tout type de matériel, c'est-à-dire que ce soit autant du matériel audiovisuel, de scène ou technique. Voilà, on aimerait bien pouvoir couvrir tout le marché du matériel pour l'événementiel. D'accord. Et donc, vous souhaitez pas proposer du service directement humain? C'est Ah, une si. idée aussi, on Ouais. y pense aussi. Ouais, un point très important. C'est vrai que là, pour l'instant, on reste sur les biens, mais oui, on a l'idée de aussi faire du service, parce qu'on se rend compte que bah, les assos, elles sont aussi en manque de main-d'œuvre, de bénévoles, et donc quoi de mieux de leur offrir une plateforme qui leur apporte une visibilité et que voilà, les gens pourraient s'inscrire et porter main forte Ouais. Voilà, pendant les c'est événements. vraiment un gros besoin du marché, en fait, le besoin humain. Quand on a fait nos enquêtes, on a vu qu'il était tout aussi important en fait, que le besoin de matériel. Mais après, ça relève des problématiques juridiques. Voilà, en fait, la question se posait. Après, avec notre nouveau business model, du coup, parce qu'à l'époque, on était parti sur un business model où on partait sur la création juste de points d'échange. Et du coup, rémunérer une prestation avec des points d'échange, c'était pas légal. Et maintenant, peut-être, comme maintenant, bah, ce sera des transactions finalement avec de l'argent. Bah, peut-être on est en train de voir justement avec un juriste si on peut pas mettre ça en place, si c'est légal, parce que c'est toujours le côté de la prestation de service par rapport au bénévolat, et aussi le fait qu'il y a déjà des gens en fait qui en font leur métier, et voir aussi l'écosystème, comment ça se passe, si c'est bien accepté sur le marché, parce qu'à partir du moment où on propose quelque chose de moins cher pour quelque chose d'équivalent, avec une plateforme qui marche juste entre particuliers, et tu as des vrais prestataires de services qui en font leur métier, ça peut poser aussi des problèmes. Du coup, dans l'idéal, on aimerait bien que ça fonctionne, mais on va devoir vraiment sonder ce marché-là. Pour l'instant, c'est plus focalisé sur les biens, parce que ça me semblait plus facile à mettre en place au début. Mais les services, on aimerait aussi, mais on va devoir vraiment sonder davantage avant de pouvoir développer ce côté-là. Donc aujourd'hui, est-ce que votre entreprise est incubée? Alors, ouais, tout à fait, elle est incubée, du coup, Incubagem, qui est l'incubateur de Grenoble École de Management. Et donc, on a eu l'accord de l'incubateur il y a maintenant, allez, je dirais 3 mois, c'est ça? Ah, c'était en avril 2020, la session d'avril 2020. Ouais, session d'avril 2020. Donc, oui, tout à fait, on est rentré dans l'incubateur.
Et qu'est-ce que cet incubateur va pouvoir vous apporter, à votre avis, pour Swap? Bah, on s'en est déjà servi hein, quand même, hein. C'est vrai qu'on a accès à un réseau d'experts super intéressant. Donc, par exemple, dans la rédaction de nos statuts, on a pu voir un professionnel donc, justement spécialisé dans le juridique, quoi. Aussi pareil on n'a pas encore rencontré pour les assurances. Non, pas encore. Et Mais vraiment, ce qui est très utile dans l'incubateur, en fait, c'est qu'il y a du coup beaucoup d'experts qui travaillent avec l'école et on a accès à un fichier d'experts sur n'importe quelle problématique. Ça peut être de l'assurance, ça peut être du juridique, ça peut être de la comptabilité, de la finance, des conseils sur le business model. Et du coup, eh ben, on peut facilement rentrer en contact avec ces personnes et parfois on a souvent le droit à des conseils gratuitement ou du moins onéreux que si on passait par des agences externes. Donc ça, c'est vraiment un bon point que nous apporte l'incubateur. D'accord. Et donc, Incubagem, c'est un coup de pouce un petit peu pour le développement de Swap. Ah Ben, oui, oui, carrément, hein. Bah, ouais. pour tout ce qui est des... Là, on va rencontrer par exemple un expert comptable, donc c'est grâce à l'incubateur. Mais aussi, je dirais, ça apporte une certaine crédibilité parce que c'est vrai que voilà, quand on va rencontrer des associations ou même toutes sortes d'organismes, quand on dit que voilà, on fait partie de l'incubateur, on est un peu plus pris au sérieux, quoi. C'est que voilà, le projet, il a déjà été validé en amont, c'est du sérieux. Donc même aussi à ce niveau-là, je dirais au niveau de la crédibilité, c'est un réel apport l'incubateur. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des étudiants qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent encore à le faire? Bah, moi, je leur dirais fonce, enfin, parce que très souvent j'entends qu'il y a des gens qui sont là, bah, moi je veux créer ma boîte, mais j'ai pas mon idée. Bon, c'est vrai qu'il faut une idée, mais l'idée ça fait vraiment pas tout, parce que l'idée que tu auras de base, ce sera pas du tout la même quand tu auras travaillé dessus au bout de 6 mois, 9 mois, voire un an. Mais voilà, si tu veux te lancer tout seul ou en équipe, mais c'est vraiment fonce quoi. Ne te pose pas la question si ça va marcher ou pas, fonce, puis tu verras si ça marche pas dans tous les cas. Ce sera une expérience hyper enrichissante et puis qui sait, peut-être derrière ça va t'ouvrir d'autres portes donc faut foncer quoi. Est-ce que vous avez une start-up ou une entreprise qui vous a inspiré récemment? Alors moi je dirais bah, une entreprise ou plus spécifiquement un entrepreneur qui m'a vraiment inspiré, bah, Elon Musk, c'est vrai que forcément les gens ils le citent souvent, mais je trouve que lui il a une philosophie juste incroyable parce que voilà, en fait il a un rêve, c'est d'envoyer les gens sur la Lune. Et donc du coup, bah, il a d'abord créé PayPal pour avoir justement une version, enfin un format de paiement où ça ne demande pas d'argent physique. Il a revendu, derrière maintenant il est sur Tesla, où il fait des voitures électriques, il a aussi SpaceX. Et je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment véhicule un message incroyable parce qu'au final, on a l'impression qu'on le connaît tous alors qu'on ne le connaît pas du tout, mais que bah, clairement, enfin, ce mec il pèse trop, quoi. Il est juste incroyable. J'ai l'impression que il a peur de rien et il fonce quoi. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez prêt à revendre votre concept au plus offrant? Alors, bah moi, là, à l'instant T, vu qu'on l'a pas encore lancé, je dirais non. Bon, après, ça dépend, hein. Si on propose 200 millions, je dis pas non, hein. Mais je pense que ça dépendra du montant de l'offre. Parce que forcément, en fait, on peut se dire, bah, plus c'est élevé, plus on aura tendance à lâcher l'entreprise. Moi, je fonctionne un peu à l'inverse. Enfin, je dirais que justement, si le montant, il est vraiment très élevé, et je suis assez surpris, c'est qu'en fait, potentiellement, bah, l'entreprise vaut ce montant-là, voire plus. Donc, non, je pense pas que. Ça t'encouragerait à la garder justement pour pouvoir la développer? C'est ça, ouais, ça m'encouragerait pour la développer. Après, je sais pas, en fait, je suis un peu entre deux, parce qu'il y a ça, mais aussi je me dis d'un autre côté, si l'offre est vraiment très alléchante, bah pourquoi pas la vendre et derrière, bah, me lancer dans une autre aventure. Mais vu que j'aurai beaucoup de moyens, je pourrais développer des trucs à plus grande échelle, plus rapidement. Donc, Moi, ça dépend, entre deux. ça dépend aussi à quel point ce projet, quand il sera lancé, pourra apporter du sens à ma vie professionnellement. Si je me rends compte que c'est ce projet qui me tient à cœur comme ça l'est actuellement, parce qu'on a envie de le développer, et que dans 5 ans c'est la même chose, bah, j'aurais juste pas forcément envie de le vendre parce que ce sera mon bébé et je l'aurai porté. Et clairement, une fois que tu as lancé un projet, que tu t'attaches à ce projet, le vendre, bah, ça fait mal. Donc forcément, après, tout dépend forcément des offres, c'est toujours à prendre en considération. Mais ce sera surtout ça, à quel point eh ben, ça nous apporte quelque chose de positif sur notre vie en général, professionnellement, mais aussi de manière générale, si on se sent bien dans l'entreprise, pourquoi la vendre?
Est-ce que vous avez peur aussi que si vous la vendiez, cette entreprise, ça dénature un petit peu les objectifs de base et donc c'est l'aspect uniquement lucratif, pardon. Totalement, totalement. Bah oui, parce qu'en plus, si un jour, voilà, on a une offre de rachat, c'est que forcément, c'est par un gros groupe. Donc, c'est vrai que forcément, oui, ça nous fera un peu de mal, je pense, au niveau des valeurs qu'on défend. Mais ouais, non, c'est ça, hein, ça dépendra. Je pense qu'on verra au moment même si ça arrive, mais pour l'instant, non, clairement. D'accord. Bah, je vous remercie de nous avoir accordé du temps pour ce Jet Talk et donc j'espère qu'on pourra se retrouver dans quelques années et que vous me direz voilà, c'est bon, c'est ça notre entreprise maintenant, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais, carrément. Merci à toi. Ouais, merci de nous avoir reçus, hein. Bah, avec grand plaisir.